C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet appel de l'ordre des avocats en Tunisie. Son bâtonnier exige la fin des abus de pouvoir après l'intervention musclée de la police à 2 reprises dans des locaux professionnels pour arrêter des avocats. Nous l'écouterons dans un instant. Les relations tendues entre le Niger et le Bénin. Niamey accuse son voisin d'abriter une base militaire française dont la mission serait de déstabiliser le pays. Le Bénin dément. Qu'en est-il? Décryptage dans un instant avec notre invité Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Et à la fin de ce journal, on vous parle des tapisseries créées par les manufactures sénégalaises d'art décoratif de Thiès. Réputé dans le monde entier, cet art qui a failli disparaître a de nouveau le vent en poupe. Les détails à suivre. Bis repetita en Tunisie, la police a de nouveau effectué une opération musclée à la maison des avocats hier. Mehdi Zagrouba a été arrêté, sa consoeur Sonia Dahmani a été interpellée de la même façon ce week-end. Aujourd'hui, le bâtonnier de l'ordre des avocats a appelé à mettre fin aux abus de pouvoir contre l'institution judiciaire. Écoutez. Les actes commis hier par les agents de police à l'encontre des avocats sont considérés comme des actes criminels graves. Nous ne les acceptons pas. Ils nous ont traités comme des criminels ou des barbares. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Avant toute action légale, le bâtonnier des avocats doit être informé et l'autorisation du président de la branche régionale des avocats doit être obtenue. Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, d'intervenir rapidement, car nous refusons cette sanction collective. Toute personne ayant commis une infraction et enfreint la loi doit assumer sa responsabilité devant une justice indépendante et équitable, avec le droit à la défense et sans abus de pouvoir ni recours à la violence. On vous parle ce soir de la crise entre le Niger et le Bénin. Vous le savez, le Niger accuse son voisin d'abriter une base militaire française sur son territoire et accuse par là même la France d'y entraîner des djihadistes pour déstabiliser le Niger. Le Bénin dément catégoriquement. En réponse, le président Patrice Talon menace de bloquer l'exploitation de pétrole nigérien depuis ses côtes. Qu'en est-il sur le terrain? Les explications de Sophie Lamotte avec les images d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Talley. Après avoir ordonné le départ des troupes françaises du Niger en 2023, Niamey se dit inquiet de leur présence présumée au Bénin voisin. Déjà en décembre dernier, le chef d'état-major des armées françaises démentait ces accusations pendant une visite au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Vous vivez au Bénin. S'il y avait une base militaire française, en fait, vous la verriez. Depuis 2022, le gouvernement béninois a renforcé sa présence militaire dans les zones frontalières. Leur objectif, contrer la menace terroriste aux portes et à l'intérieur du Bénin. Le gouvernement prévoit de recruter au total 5000 soldats d'ici la fin de l'année. 3500 sont déjà opérationnels au nord du pays. Dans notre stratégie, nous avons planifié et mis en œuvre la construction de plusieurs petits camps militaires. C'est de ça peut-être que parlent les autorités nigériennes. Peut-être que la consistance de ce qui a été fait, la qualité du travail leur fait croire que les pays africains ne sont pas capables de réaliser de telles infrastructures sécuritaires. Face à ces accusations, Patrice Talon, président béninois, a bloqué l'exportation de pétrole nigérian depuis le golfe de Guinée. Pays enclavé, le Niger achemine son pétrole jusqu'à la côte béninoise via un héloduc de 2000 km avant de l'exporter à l'international. Le Niger sollicite la médiation chinoise, premier actionnaire du projet, pour apaiser ces tensions. Le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, respectera ses engagements. Et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler, et je pense qu'une solution sera trouvée. Ce projet pharaonique devait générer 3 milliards de francs CFA au Bénin sur 20 ans et créer 3000 emplois entre les deux pays. Et pour plus de décryptage, avec nous en direct du Sénégal, Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Vous revenez justement du Bénin. Tout d'abord, quelle est la situation sécuritaire au Bénin et au Togo? On sait que les djihadistes ont l'ambition de s'étendre dans le golfe de Guinée. Oui, la situation au Bénin, comme au nord du Togo, c'est qu'aujourd'hui, les incursions sont là et que cette volonté des groupes terroristes
a mieux percé en Afrique de l'Ouest commence par des attaques ciblées au nord du Bénin, dans les régions de la Libérie, de la Takora, et aussi comme au nord du Togo. Ce débordement de l'épicentre du djihadisme vers les pays sahéliens, vers les pays côtiers, depuis les pays sahéliens, est une réalité. Et qu'aujourd'hui, le Bénin prend des mesures sécuritaires peut-être insuffisantes au regard de l'ampleur du phénomène et de la complexité de la situation. Alors, qu'est-ce qui fait croire aux Nigériens que les Béninois ont une base française sur son sol ? Oui, je crois que nous sommes dans un climat délétère dans la sous-région avec l'insistance du Niger pour que les troupes françaises quittent le territoire nigérien et à la suite aussi c'est les Américains. Je pense que le Niger est dans une posture depuis le début de la crise où il y avait une position quand même assez tranchée du Bénin sur une éventuelle intervention de la CEDEAO. Tout est parti de là, sans oublier quand même que dans l'histoire, il y a eu quand même des velléités entre les deux pays, autant de Diori Amani pour le Niger et de Hubert Maga dans la crise de 63-64, on était en train d'expulser des Béninois du territoire nigérien. Je crois qu'il y a une suspicion selon laquelle tous les pays qui seraient contre ces transitions militaires-là seraient les complices de la France, seraient aussi dans une certaine mesure motivés à pouvoir être l'abri pour la France, notamment cette accusation d'avoir une base militaire française dans la Libérie. Certains parlent de la ville de Kandy, etc. Mais ce sont des supputations, hélas, qui datent depuis très longtemps, même au niveau des communautés et sur les réseaux sociaux. Alors, quel est l'état de la coopération militaire entre le Bénin et la France, justement ? Et entre le Bénin et d'autres pays, d'ailleurs, y compris sur le continent, comme le Rwanda ? Oui, c'est vrai, vraiment dans la situation rwandaise, par exemple, au Bénin, aujourd'hui, oui, il s'est avéré qu'il y a des instructeurs français et il y a une coopération militaire française traditionnelle comme tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais récemment, avec la lutte contre le terrorisme, déjà dans 2022, 2023, les gens parlaient déjà de présence d'éléments français, ce qui a été jamais prouvé. On a des accusations ça et là, mais on a aussi, par exemple, Wilfried Oungbeji, le porte-parole du gouvernement, dit que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de base française et que le Bénin était en train de prendre à bras-le-corps la situation sécuritaire. La France, une puissance militaire présente dans tous ces pays-là. Après le départ du Niger, naturellement, tous les esprits se dirigeaient vers le Bénin comme étant au recours pour l'armée française qui commençait à être à l'étroit dans la région. Qu'en est-il du Rwanda, du coup, et de la coopération avec le Rwanda ? Avec la coopération avec le Rwanda, mais le Bénin avait sollicité cela. Il y avait une coopération qui avait commencé. Cela entre dans le cadre de ce qu'on appelle des solutions africaines aux problèmes africains. Mais je crois que la situation sécuritaire au nord du Bénin mérite beaucoup plus d'analyse. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus complexes au point où on penserait qu'une intervention militaire allait régler le problème. Les choses sont communautaires. La radicalisation a d'autres motifs au-delà même de la criminalité qu'on évoque souvent, et je crois qu'il faudrait une approche holistique basée sur la prévention en parlant aux communautés, notamment cesser tout ce qui s'apparente à l'ostracisme et à la stigmatisation de ces communautés qui sont la proie facile de recrutement pour les groupes djihadistes au nord du Bénin. Alors très rapidement, y a-t-il un accord ou un partenariat sécuritaire entre le Niger et le Bénin ? Oui, entre le Niger et le Bénin, oui, il y a eu toujours de la collaboration. Vous savez que le Niger est le port naturel, le Bénin est le port naturel du Niger. Je ne sais pas s'il y a des accords secrets, mais en tout cas, il y a des velléités nées de cette suspicion depuis le début de la crise nigérienne avec cette menace d'intervention de la CEDEAO et la situation s'empire aujourd'hui où les autorités militaires du Niger voient partout des complicités de la France pour notamment déstabiliser le Bénin. Mais les deux pays sont tellement liés, il suffit de vous déplacer de Molenville à Gaïa pour savoir qu'il y a un continuum socioculturel qui fait que toute crise entre le Bénin et le Niger posera d'énormes problèmes aux populations, d'autant plus que le passage par le Burkina Faso pour atteindre le port du Togo, ça va être très compliqué. Merci beaucoup Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. En Guinée, deuxième journée des plaidoiries des avocats des parties civiles au procès des massacres du 28 septembre 2009. Cette dernière phase, avant le verdict du tribunal, mobilise les organisations de défense des droits humains. Ces ONG estiment que c'est un moment de vérité
pour la justice guinéenne. Le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. À cette phase cruciale, on note la présence massive d'ONG dans la salle d'audience. Des représentants de la Fédération internationale pour les droits de l'homme, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, l'Association des victimes, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Constituées en partie civile, ces organisations qui accompagnent plus de 750 victimes affirment que les débats tout au long de ce procès ont permis clairement d'établir que des massacres ont été effectivement perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Elles estiment qu'à cette étape du procès, l'espoir est donc de mise pour les victimes d'obtenir justice. La tenue de ce procès est déjà une victoire, parce que ce n'était pas évident en Guinée. Deuxièmement, les victimes ont pu s'exprimer. C'est vraiment la première fois que un tel procès se tient. Et pour l'Afrique, ça va montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir qu'on peut tout faire impunément. Nous sommes confiants, nos avocats sont en train de travailler et nous osons croire quand même que le droit sera dit et que les victimes seront rétablies dans leurs droits et qu'elles obtiendront leur réparation pour que plus jamais ça dans notre pays. Ces plaidoiries pourraient prendre plusieurs jours avant que le ministère public ne propose ses réquisitions. Ce n'est qu'après cette étape que les avocats de la défense prendront la parole pour présenter leurs arguments en faveur de 11 accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte au moment des massacres. On vous parle ce soir des tapisseries créées par les manufactures sénégalaises d'art décoratif de Thiès, réputées dans le monde entier. Leur création orne les murs de nombreuses organisations internationales. Cet art a failli disparaître avant de ressurgir dans les années 2000. Aujourd'hui, l'établissement diversifie ses activités. Clémence Valère. Elles sont l'un des fleurons de la politique culturelle du Sénégal, les tapisseries murales. Les créations produites par les manufactures sénégalaises d'art décoratif de Thiès sont internationalement reconnues et ornent les murs de nombreux palais présidentiels et d'organisations internationales telles que l'ONU à New York ou l'Union africaine à Addis Abeba. La particularité, c'est la qualité. Parce que ici, nos tapis peuvent durer plus de 15 ans. Ça dépend de l'entretien par rapport aux tapis qui sont sur le marché. Il y a des tapis qu'on fait ici aux EMSAT plus de 40 ans. La production nationale de tapisserie du Sénégal a été créée à Thiès par le premier président, Léopold Sédar Senghor, 6 ans après l'indépendance du pays. Après le départ de Senghor et l'évolution de la mode, la production de Thiès a failli disparaître, avant de renaître dans les années 2000. Aujourd'hui, l'usine diversifie ses créations en produisant des batiks ou des céramiques, qui sont un peu plus abordables que les tapisseries murales, qui coûtent environ 2 300 € le mètre carré. Donc on s'est dit pourquoi pas faire des produits qui seront accessibles à tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas acheter la tapisserie ni le tapis de sol peuvent au moins se bénéficier d'autres produits des manufactures comme le tapis de prière, le batik, la céramique et les livres. Afin de susciter un intérêt national et international pour les créations, l'usine a également ouvert ses portes aux touristes et aux équipes de tournage. Selon le directeur général, 14 pièces seront bientôt disponibles pour les visiteurs, ainsi qu'une résidence d'artistes. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.